Nous allons passer à la première conférence sur la plus-value de l'agent immobilier et de la FNIM. J'invite les conférenciers à me rejoindre, s'il vous plaît. Delphine, Vincent, Cédric, Garin, Maître Matt. Je présente brièvement les intervenants. Maître Matt, notaire, Cédric Lahaut, agent immobilier, président du fichier AMEPI national, conseil d'administration FNIM, Delphine Jasinski, agent immobilier, coprésidente de la commission transactions FNIM, Vincent Poulou, agent immobilier, coprésident de la commission transactions FNIM, je rappelle, fédération nationale, Monsieur Autier, direction des formations diplômantes CCI Campus Alsace, et Monsieur Garimbins, agent immobilier, commission administration de biens FNIM Fédération. Je vais commencer à donner la parole à Maître Matt, si vous voulez bien. Oui. Vous voulez bien? Très bien, merci beaucoup. Je veux bien. Okay. Maître Matt, donc on parle aujourd'hui de la plus-value de l'agent immobilier. Pouvez-vous, selon votre regard de notaire, nous indiquer la place de l'agent immobilier dans la sphère notariale et éventuellement les perspectives d'amélioration? D'accord. Bonjour, merci de m'avoir convié à cette table ronde. Alors moi, je vais parler surtout de la place juridique de l'agent immobilier parce que la place commerciale, je la maîtrise moins et ça, je pense que d'autres intervenants vont en parler. Pour moi, un agent immobilier, c'est pas simplement un négociateur, il doit être un juriste. Les phrases du type « je vends le bien et vous vous occupez de la paperasse », conversation qui peut arriver entre agent immobilier et notaire, ça ne fonctionne plus dans ce monde où le client il attend un service quasi tout en un. De par son moment d'intervention, donc au tout début du dossier, parce que en tout cas en Alsace, le notaire intervient souvent après le début des négociations, l'agent immobilier il a un rôle de sherpa juridique. Pourquoi? Parce qu'il devra saisir tout de suite les premières embûches, les premiers problèmes et solutionner. Mais on va voir comment. Alors, on va surtout voir donc la mission juridique et ses facettes. La première, c'est que le juridique, c'est une aide à la vente et à la rentrée des mandats, selon moi. Je ne parle que selon mon avis subjectif. Outre les capacités juridiques de l'agent immobilier qui lui permettront de rentrer plus facilement des mandats en rassurant le client dès la prise de contact, le juridique permettra de vendre plus facilement un bien. Exemple typique, un bien immobilier qui est difficile à vendre. Alors ça va peut-être vous paraître simple, mais parfois ça ne vient pas naturellement. La mise en copropriété. Donc là, c'est un réflexe juridique. Donc là, le juridique pourra vous permettre de rentrer des mandats, selon moi, parce que vous donnerez une solution au client. Et donc le vendeur, il vous signera un mandat. Bon, c'est un exemple pratique comme d'autres. Et voilà. Et donc, en fait, le juridique vous permettra de définir une stratégie commerciale d'un dossier et de signer un mandat. Donc, la deuxième facette, c'est cette proactivité juridique aussi au service de l'image de votre profession. Alors, je le dis de façon très, très humble, mais débusquer les embûches à l'initiale d'un dossier permet d'éviter toute déconvenue qui pourrait survenir après la conclusion de l'accord entre le vendeur et l'acquéreur. Par exemple, un vendeur, il veut savoir en combien de temps une vente se fait. Comment elle se fait? Si un agent immobilier, par exemple, annonce un délai d'1 mois, parce que, par exemple, cas typique, il n'y a pas de conditions suspensives de prêt, mais sans se renseigner sur les éventuels droits de préemption urbains, ou par exemple le droit de préemption du locataire commerçant, le vendeur il pourrait ressentir une tension. Donc, le juridique, c'est aussi une arme pour vous, à mon humble avis, pour votre image, pour votre place dans les transactions et aussi pour votre futur. Donc, le juridique, ce n'est pas simplement l'affaire du notaire, c'est aussi votre affaire. Donc, la troisième facette, c'est que cette proactivité juridique est un moyen d'accélération de la conclusion de la vente. Parce que je pense que vous en doutez, plus une vente est signée rapidement, plus vous touchez rapidement la commission, plus vous êtes efficient financièrement. Donc, constituer un dossier juridique solide vous permettra au notaire, à réception du dossier, d'accélérer les formalités et éviter au client de se fatiguer 2 fois. Parce que parfois, on peut observer une ouverture différente, une ouverture commerciale d'un dossier, une ouverture juridique.
Et si vous anticipez les choses, alors je ne dis pas que vous ne le faites pas, hein, mais ça peut ne pas être observé parfaitement. Si une ouverture est tant juridique que commerciale, vous gagnerez du temps, vous ferez gagner du temps au client, vous ferez gagner du temps au notaire, et donc la vente se passera plus rapidement. Voilà. Donc pour moi, signer un compromis ou faire signer une offre d'achat sans que le dossier soit complet peut être une erreur. Donc comme le notaire, vous avez une obligation d'information des parties et de conseil. Donc il convient d'avoir des réflexes dès le début du dossier. Est-ce qu'il y a eu des travaux de moins de 10 ans, par exemple? Est-ce que le bien est raccordé à l'assainissement? Est-ce que les diagnostics sont complets? Est-ce qu'il y a des procédures en cours au sein de la copropriété? Plein de questions, donc vous voyez que le juridique, parce qu'un acquéreur, il sera intéressé tout de suite, avant de signer une offre d'achat, d'avoir toutes ces informations. Donc anticiper juridiquement permet donc que le client acquéreur comprenne que le bien est en adéquation avec ses besoins, ses projets, et pour éviter surtout ce qu'on observe parfois en pratique, une nouvelle négociation après qu'une offre d'achat soit signée. Donc en fait, je pense que si le juridique est soigné très fortement, ça fluidifierait les transactions. Et la quatrième facette, c'est que le juridique, c'est un moyen d'offrir un accompagnement complet. Comme je l'ai dit avant, je pense que les clients attendent vraiment un quasi tout en un. Vous n'êtes pas que des vendeurs, vous êtes des conseillers. Et donc, vous avez les capacités, les compétences pour rédiger des compromis, parce que ça, c'est un sujet. Un sujet que même nous, alors je ne vais pas parler au nom de mon instant, des instances, mais c'est pas très clair. Alors, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de concurrence entre agents immobiliers et notaires pour rédiger des compromis. En Alsace, hein, maître Matt. En Alsace. Alors, oui, non, mais là, attends. Moi, je parle du champ précontractuel. Hein. C'est-à-dire que je ne parle pas de l'éventuelle concurrence dans le reste de la France entre notaires et agents au titre de la négociation. Hein. D'accord. Je parle juste, là, je vous parle du juridique. Donc, voilà, je ne m'aventure pas sur ces terrains-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de concurrence entre notaires et agents pour la sphère précontractuelle. Donc, les deux professions sont certes différentes, mais ont un champ précontractuel commun. Et donc, pour moi, rédiger, c'est une force et favorise votre offre tout en un à un client. Et surtout, ça permet de vous imprégner dans le dossier, de mieux le connaître et de pouvoir apporter une réelle expertise. Et pour moi, un compromis, c'est pas simplement de cocher des cases ou ce genre de choses. Chaque cas a des particularités. Et donc, voilà, en résumé, je pense que rédiger est une bonne chose. Merci beaucoup, maître Maj, je dois vous couper. On doit. Okay. Mais merci pour ce rappel. Je m'adresse maintenant à Vincent et Delphine. Alors, je simplifie, mais je ne sais pas ceux qui sont au courant du dernier rapport de l'autorité de la concurrence qui indique que une des seules professions non régulées de par nos honoraires et a priori nous sommes les honoraires les plus élevés d'Europe. Et ce rapport vise à encadrer nos honoraires. J'ai une première question pour vous. Quel est notre positionnement, agent immobilier, selon vous, vis-à-vis du rapport de l'autorité de la concurrence ? Alors, bonjour à toutes et à tous. En préambule, je vais faire un aparté, juste une petite remarque, que Maître Matt et moi-même, nous sommes habillés de la même façon. C'est peut-être un signe de complémentarité entre le juridique et entre les notaires et les agents immobiliers. Même chaussettes, même chaussures, même chemise. Nous sommes les chaussettes aussi, les bleus. Ah, les chaussettes, Bon, trêve de plaisanterie. Donc l'autorité de la concurrence, au mois de juin, le 7 juin exactement, a émis un avis à la demande de Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Cet avis, là je vais résumer très fort, hein, parce que quand il s'agit d'écrire de la prose sur les agents et plutôt contre les agents immobiliers, nos gouvernants et leurs équipes sont très diserts et ils font des rapports de plusieurs centaines de pages. Donc qu'est-ce qu'ils nous reprochent ? D'être trop cher, de ne pas être efficace, de n'être pas assez efficace et un manque de concurrence entre nous. Le rapport estime que la loi Hoguet est un frein
à une offre de services innovante ou à une baisse des taux de commission. Et effectivement, comme tu l'as dit, on nous reproche d'être les plus chers d'Europe, 5,78% TTC en moyenne, contre 4% en Europe. Par contre, le rapport relève aussi que nous sommes les moins bien lotis en termes de rentabilité, puisque nous sommes les plus mauvais. On a les honoraires les plus chers, mais c'est nous qui gagnons le moins d'argent en France. Et pour eux, si ce taux était ramené à 4%, comme dans le reste de l'Europe, ça ferait économiser 3 milliards aux consommateurs. Sur la base de 2022, c'est-à-dire 1,2 million de transactions, ça fait 3 000 € par transaction. Vous voyez que les consommateurs seraient beaucoup plus riches s'ils nous tapaient dessus et s'ils nous enlevaient la loi Hoguet. C'est complètement débile et on va continuer dans la débilité. Excusez-moi, hein, mes paroles peuvent être répétées. Ils estiment que la loi Hoguet n'est pas en adéquation avec les pratiques nouvelles et que de nombreux acteurs aujourd'hui font de la transaction immobilière sans être soumis à la loi Hoguet. Et qu'il n'y a pas plus de litige chez eux que chez nous. Donc, à quoi sert la loi Hoguet? Pour eux, à rien. Alors, ce qu'ils veulent, c'est limiter l'entremise immobilière à la sélection des clients et à la négociation du prix de vente. Alors, Maître Matt, vous voyez que pour nos gouvernants et leurs équipes, un agent immobilier, c'est un porte-clés. Voilà, il ne fait que du commercial. La partie juridique, pour eux, ça ne sert à rien, c'est surtout pas à faire pour l'agent immobilier. Donc, ils veulent sortir de la loi Hoguet le reste de notre travail, c'est-à-dire l'estimation, la constitution du dossier de vente, la diffusion des annonces, les visites et la rédaction du compromis. La rédaction de l'acte, elle, est allouée au notaire, parce que c'est un passage obligé et les notaires sont incontournables là-dessus. Donc ce saucissonnage du travail de l'agent immobilier et facturation à l'acte. Donc pour nous on a réécrit à la commission transaction, nous avons réécrit tout ce rapport avec notre vision. Donc on a repris des centaines de pages et là-dessus on a soumis des propositions au bureau, au président de la Fédé et au sein conseil d'administration qui gardent ces propositions pour eux pour le moment parce que ce rapport il est sorti le 7 juin. Fin d'été, on nous a dit bon, c'est bon, le rapport est enterré. Fin de l'année, un an, il ressort. Et aujourd'hui, vous avez entendu le Premier ministre, Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, il a attaqué la profession de syndic. Il a dit qu'il fallait déverrouiller la profession. Et je pense que derrière ça, il y a la remise en jeu, la remise elle revient, l'avis de l'autorité de la concurrence revient au premier plan parce que derrière le déverrouillage des syndics, il y a bien sûr la loi Hoguet, la réforme de la loi Hoguet et l'exclusion des transactionnaires pour partie de la loi Hoguet, ne nous laissant que l'entremise immobilière, c'est-à-dire sélection du client et négociation du prix. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord, évidemment, et nous allons le dire très fort. Pour ça, il va falloir rester très mobilisé dans l'avenir. Il va falloir que la profession soit mobilisée et fortement. Vous êtes là, vous êtes membre de la FNAIM. Il faut se syndiquer. Pas forcément. Pas tous. Donc, je vous invite à vous syndiquer. Alors, de préférence à la FNAIM. Pourquoi se syndiquer? Quel est l'intérêt de se syndiquer? Delphine? Ou Delphine? Quel est l'intérêt de se syndiquer? L'intérêt de se syndiquer, je vais prendre un exemple tout récent. Les agriculteurs. Les agriculteurs, vous avez tous vu, je suppose, la colère des agriculteurs, et ce qu'elle a donné et ses conséquences, blocage des routes. C'est venu de M. Bail, qui est agriculteur en Haute-Garonne, qui, avec des amis à lui, des agriculteurs de Haute-Garonne, ont bloqué la 64, l'autoroute A64. C'est parti de là. Ça a fait tache d'huile. Des agriculteurs de toutes les régions de France se sont mis à bloquer les routes. Et derrière, suite à ça, ça a été repris. Leurs revendications ont été reprises par les syndicats agricoles, la FNSEA ou autres, FDSEA et les syndicats plus petits. Vincent, je vous coupe, pardonnez-moi, mais pourquoi se syndiquer en tant qu'agent immobilier? Pourquoi? Parce que je vais vous dire, j'y viens. Parce que derrière la revendication de quelques agriculteurs qui a fait boule de neige, le gouvernement derrière a négocié, mais il a négocié avec qui? Pas n'importe qui, pas M. Bail. Il a négocié avec les syndicats agricoles.
et le gouvernement ne négociera que par l'intermédiaire de syndicats puissants. Les corps intermédiaires en France, ce sont les syndicats, notamment, pour la représentation professionnelle, et personne d'autre. On ne veut pas aller, je ne vais pas aller négocier avec le gouvernement au nom des agents immobiliers. Ça ne peut être que les syndicats. Et il faut des syndicats forts, puissants, qui représentent la majorité de la profession. Et donc, la FNIM, pourquoi ? La FNIM, pourquoi ? Parce que, on est déjà les numéros 1. Il faut qu'on le reste. Les number one. Oui, pour le moment, c'est en termes de représentativité, on est toujours les numéros 1, mais c'est un travail de tous les jours, d'aller recruter des nouveaux adhérents. Pourquoi ? Parce que la FNIM offre des services, de la formation, des services juridiques, des services professionnels de tous les jours qui nous aident sur le terrain avec des antennes régionales, locales, départementales. Vous avez vos correspondants départementaux qui sont ici présents. Vous voyez ce qu'ils arrivent à organiser. Ils sont là pour vous aider. Donc, il faut se syndiquer à la FNIM parce que le Cube jaune, c'est aujourd'hui, on le sait, il y a eu des enquêtes. C'est un logo représentant la profession des agents immobiliers dans son ensemble, que ce soit transactionnaire, syndic, administrateur de biens. C'est un logo qui est connu et reconnu par les consommateurs. Donc aujourd'hui, je vous invite à vous syndiquer, si vous ne l'êtes pas encore, à la FNIM. Merci beaucoup, Vincent. Cédric, je vous donne la parole. J'ai une question qui est simple. C'est comment voyez-vous l'évolution de la profession et comment la projetez-vous dans l'avenir ? Ce n'est pas une question simple. C'est une super question. Oh, c'est la vôtre. Merci de l'avoir posée. Je vais tenter, pas d'y répondre, mais de donner mon avis. Pour donner mon avis, déjà, il y a une réponse évidente. Une étude a été faite par Jean-David Lépineux et Romain Cartier pour déterminer quel était le point commun des meilleurs performeurs français agents immobiliers. Ils ont pris tout un échantillon en France des performeurs français agents immobiliers, c'est-à-dire qu'ils ont identifié des commerciaux qui, plus de 5 années de suite, réalisaient 300 000 € de chiffre d'affaires. Et un des points communs de tous ces performeurs, c'est qu'ils sont, dans un premier lieu, désintéressés. Pourquoi je commence par ça ? C'est parce que c'est ce que tu es en train de faire là, avec toute l'équipe de la FNIM, de votre structure, de manière désintéressée pour la profession. Vous vous investissez à rassembler des professionnels pour qu'on performe ensemble, groupés, et qu'on avance au niveau de la profession. Ce sont ces agents immobiliers-là qui ont été identifiés les plus performants. Un exemple a été donné, tous ces agents immobiliers, sans exception, continuent à conserver un lien et un contact avec leurs clients après la vente. Tous, simplement pour savoir comment ils vont, s'ils sont bien installés, profiter peut-être du premier anniversaire de leurs clients pour leur prendre des nouvelles et leur demander comment se passe dans leur bien. Donc, déjà, ce que vous faites là, ce témoin, ce que vous passez, la capacité que vous avez à rassembler la profession, c'est déjà un des signaux les plus forts. Et puis, l'avenir de la profession. La table ronde, c'est le savoir-faire de la profession d'agent immobilier. Mais moi, je pense qu'il manque une question. Au service de qui ? Et pourquoi ? Comment peut-on répondre à cette question sans se poser préalablement la question de qu'est-ce que nos clients attendent de nous ? En 15 ans, pour ceux qui étaient déjà dans ce métier il y a 15 ans, on s'est tous rendu compte que le comportement de nos clients avait fondamentalement changé. Il y a 15 ans, on donnait rendez-vous à nos clients devant l'église du village pour ne pas leur donner l'adresse des biens. Aujourd'hui, les biens sont géolocalisés. Il y a 15 ans, on ne travaillait surtout pas avec les confrères. Aujourd'hui, les plus gros performeurs travaillent en réseau. Tout a littéralement changé par rapport à la demande qu'ont nos clients. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, nous, intrinsèquement, est-ce qu'on a évolué à la vitesse de nos clients ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc la vision prospective de l'agent immobilier, si on se pose la question sous cet angle-là, et qu'on regarde un petit peu ce que l'on pèse dans les chiffres, l'intermédiation professionnelle a pris en 10 ans 15% sur le marché du particulier à particulier. Vous allez me dire, c'est vachement bien, finalement on est bon. Eh bien l'agent immobilier traditionnel a pris 0% de cette part de marché.
On n'a pas gagné 1% de part de marché de cette évolution. Qui les a gagnés alors? Aujourd'hui, une vente sur 10 faite par un professionnel en France est une vente IAD. Une vente sur 10 faite par un professionnel en France en 2023 est une vente IAD. Moi, je crois dur comme fer. Je ne suis pas là pour opposer les modèles. Parce que si un modèle existe, ça veut dire qu'il a trouvé une valeur ajoutée au sein de nos clients. En revanche, je défends notre modèle. Parce que moi, je suis convaincu que la proximité et les valeurs que l'on communique pour défendre notre métier sont des valeurs d'avenir pour être fort sur le plan juridique, pour être fort dans l'accompagnement, pour être fort dans la présence au niveau des clients, pour travailler en réseau, pour avoir une structure qui manage. En revanche, on s'est un peu endormi sur nos lauriers. Un exemple très simple. Qui aujourd'hui travaille en partenariat avec ses confrères pour partager ses fichiers? Eh bien, vous êtes assez nombreux dans cette salle. Il y a le fichier Amepi qui est leader en France du fichier de partage de demande exclusif. À Strasbourg, vous êtes 20 adhérents. À Toulouse, ville qui est un peu sensiblement à la même taille que la vôtre, ils sont 200. Il n'y a pas une transaction qui se fait sans que les fichiers soient partagés. Et du coup, l'agent immobilier reprend sa vertu première. Ça devient l'agent immobilier de famille. Sortez dans la rue, demandez à n'importe quelle personne, quel est votre dentiste? Il va vous donner un nom. Quel est votre médecin? Il va vous donner un nom. Quel est votre assureur? Quel est votre garagiste? Quel est votre banquier? Ils vous donneront un nom. Quel est votre agent immobilier? Personne ne vous donnera un nom. Et c'est ça cette place qu'on doit reprendre. Nous devons être les agents immobiliers de famille de nos clients. Et pour être les agents immobiliers de famille de nos clients, il ne faut pas que nous soyons le seul point de rencontre hasardeux entre une annonce sur le Bon Coin et nos clients. Donc on doit prendre une dimension complètement différente, on doit concentrer nos fichiers, on doit travailler ensemble, on doit avoir un avocat de la profession, qui est le syndicat, parce que c'est ça un syndicat, c'est l'avocat de la profession, et puis on doit faire en sorte de faire évoluer nos pratiques. Merci beaucoup Cédric. Je rebondis aussi avec Delphine. Alors, suite à votre discours Cédric, quelle est selon vous Delphine la plus-value vraiment de l'agent immobilier dans le domaine de la transaction immobilière? Nous aborderons l'administrateur de biens avec M. Bins tout à l'heure. La plus-value de l'agent immobilier, transaction immobilière. Maître Matt, tout à l'heure, a parlé de l'aspect juridique. Donc c'est vrai que c'est un aspect qui est très important parce que ça permet de maîtriser le bien et la chose que nous vendons. Mais il y a tous les autres aspects qui sont importants. Il y a toutes les analyses que nous devons faire quand nous prenons par exemple un bien à la vente, savoir qui est le propriétaire, savoir si le bâtiment n'a pas des pathologies. Savoir connaître l'environnement au niveau de l'urbanisme, savoir effectivement s'il n'y a pas eu de construction récente ou des constructions sans autorisation, permettre une transmission du bien paisible à l'acquéreur, parce que nous avons effectivement une voie de conseil, mais nous avons aussi une obligation de vérifier tout. Donc notre métier est très complexe, mais se complexifie encore plus au fil du temps. On voit, moi j'ai commencé il y a 20 ans, un compromis, ça a été assez rapide, effectivement, on n'avait pas beaucoup d'annexes. Maintenant, un compromis, ça peut faire 200-300 pages en fonction des cas. Et je rédige, et je vous invite à tous rédiger vos compromis, parce que c'est vraiment comme ça qu'on maîtrise vraiment son dossier et qu'on apprend. Et on a effectivement également une analyse à faire au niveau matrimonial, de transmission. Pourquoi le vend, dans quel cadre? Et on doit apporter à chaque fois des conseils par rapport à ça. L'analyse financière du bien aussi. Et au-delà de tout, on est impacté par la loi climat et résilience. Et on a cette mission d'expliquer, d'éduquer nos clients pour leur permettre de comprendre les obligations qui pèsent sur eux et sur leurs biens par rapport aux mauvaises classifications des logements en E, en F et en G. Et c'est pas un petit morceau. En ce moment, on bataille beaucoup avec ces logements qui sont vieillissants et ces pauvres propriétaires qui ont épargné toute leur vie ou constitué un petit patrimoine pour leur retraite et qui se voient là contraints de le vendre parce qu'ils ne peuvent pas faire les travaux. Et c'est vraiment voilà. Donc ça fait partie de notre mission, de notre plus-value d'agent immobilier, c'est d'aller au-delà de ce qu'on peut donner, ce qu'on doit donner, c'est-à-dire essayer de maîtriser l'ensemble du dossier pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien, que notre vendeur soit content, que notre acquéreur soit satisfait également, qu'on ait donné tous les conseils, que le notaire
notaire soit content également du dossier transmis de façon impeccable. Et voilà, donc c'est très important, mais c'est un métier qui est surprenant de jour en jour, qui est très valorisant parce qu'on apprend tous les jours, on est toujours en train de se remettre en question et d'aller chercher effectivement dans un bien une mise en copropriété. C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, pour pouvoir effectivement tirer meilleur profit pour le vendeur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Merci beaucoup Delphine. Je reviens justement sur, je me permets Maître Matt, quelles sont les pistes d'amélioration dans l'échange entre agent immobilier et le notaire? Alors, selon moi, les pistes d'amélioration, c'est surtout le moment de la collaboration. Souvent, la collaboration arrive tardivement. Le compromis est signé, il y a les annexes, il y a tout ça. Mais en réalité, il n'y a pas de posture du notaire qui est professeur d'école avec un élève qui a peur de poser des questions. En réalité, c'est deux intervenants différents qui doivent collaborer tout en transparence. Donc moi, je pense que l'axe, c'est une collaboration dès le début du dossier, même avant la rentrée des mandats. Avant la rentrée du mandat, c'est-à-dire par exemple, vous avez un vendeur, vous souhaitez signer le mandat. Je ne parle pas des mandats de recherche, mais le mandat traditionnel. Si on est face à une situation juridique compliquée, il faut proposer une solution juridique. Donc parfois, deux visions. Le vendeur, il aura parfois un notaire, donc il sera notaire du vendeur dans l'opération. Et une collaboration entre les deux pourra donner lieu à un montage adapté et permettra une signature d'un mandat. Donc pour moi, c'est une relation plus franche, plus transparente et anticipée, les axes d'amélioration. Anticipée, oui. Et aussi les consolidations comme je vous l'ai dit, les consolidations des acquis juridiques. J'avais plein d'idées sur mes notes, pardon. Eh ben, on vous écoute, on a le temps, Nadia. D'accord. Allez. On a encore Monsieur Vince et Monsieur Hautier, mais vas-y. Oui, mais très rapidement, pardon. Donc, pour moi, je pense que les axes d'amélioration, c'est éventuellement la constitution aussi de dossiers partagés. Je pense que à terme, alors je ne parle pas au nom de ma profession, mais je pense qu'à terme, ce sera peut-être bien d'avoir une transparence plus forte aussi de notre côté pour que vous visualisiez mieux l'avancement des choses. Alors, il y a des choses qui sont faites, hein, des dossiers électroniques avec où vous pouvez suivre l'avancement du dossier, mais je pense qu'il faudrait maximiser ça pour que les deux professionnels puissent travailler de concert. Mais ça, on n'est pas forcément au courant de cela. Je sais, mais vous savez, il y a aussi des avancées aussi dans notre profession qui doivent être, je pense, faites. Et c'est tout neuf, tout ça. Et donc moi, je pense que vraiment, les deux professions ont à gagner à avoir une collaboration de plus en plus forte. Et je pense que les axes d'amélioration, je pense que parfois dans des agences, il y a un process commercial qui est établi, management, mais peut-être pas encore de process juridique, avec les phases de vérification des compromis. Et comme je disais avant, il n'y a pas de posture de professeur d'école. Un compromis peut être envoyé à un notaire et il peut donner son avis dessus. Et c'est en collaborant qu'on peut trouver les meilleures solutions, quoi. Et valoriser la plus-value de l'agent immobilier. On y revient. Personnellement, moi, c'est comme ça qu'on travaille dans notre département, parce que c'est vrai qu'on a, j'ai cru comprendre qu'en Alsace, vous ne faisiez pas de la transaction, les notaires. Il y en a certains, mais je ne vais pas m'exprimer sur d'accord. ça. Mais, dans notre département, les notaires font pratiquement tous de la transaction. Donc c'est vraiment des concurrents en première. Donc c'est très difficile d'aller, dès le moment de l'estimation, aller demander ce qu'ils en pensent, parce qu'en fait, c'est un concurrent. Donc il peut très bien récupérer le dossier pour lui et il le récupérera pour lui. Donc c'est très compliqué. Moi je parle de la culture que je connais. C'est pour ça que chez vous c'est très bien. Chez nous c'est pas aussi sympa. Ouais. Merci beaucoup. Garin, comment mettre en place la plus-value de l'agent immobilier dans nos agences et comment transformer cette plus-value en gain financier finalement? Effectivement, Cédric et tout le monde a un petit peu souligné, on est dans une période un petit peu charnière pour nos agences. Et comme l'a souligné Cédric encore une fois, le métier évolue, les tendances évoluent, nos clients évoluent, leurs besoins aussi. À nous d'évoluer avec eux, pour eux, et pour être encore plus performants. Donc aujourd'hui, on a envie d'avancer tous. Mais parfois, on se demande comment est-ce qu'on peut concrètement faire dans nos agences en disant « Ok, c'est bien, je veux m'adapter, je veux changer les choses, mais comment on fait ?» La première chose, c'est la diversification
Déjà, aujourd'hui, on a malheureusement eu l'année dernière plus de 560 agences qui ont été placées en redressement ou liquidation judiciaire. Il faut savoir que 90% d'entre elles faisaient uniquement de la transaction. Donc la diversification, c'est de la gestion locative, c'est s'oriacer, c'est vendre du service complémentaire et connexe aux activités de transaction. Ça permet effectivement de passer ces périodes un petit peu charnières comme on a aujourd'hui. Et ensuite, c'est toujours se réinventer dans son métier. On l'a entendu avant, la plupart du temps, nos clients ne nous connaissent qu'à un instant T, nous oublient, c'est un peu dommage. Il faut qu'on revienne au centre des débats à tous les niveaux. Et je ne parle pas uniquement de la transaction, parce que la transaction, c'est ce dont on parle aujourd'hui le plus. Mais il y a aussi l'administration de biens. On est en train, au niveau national, de remettre le rapport Nogal sur la table. Alors, Vous pouvez rappeler le rapport Nogal, pour ceux qui ne savent pas? Alors, en gros, en 2 mots, le rapport Nogal, c'était un rapport qui avait été demandé à l'époque par les instances publiques pour faire un état des lieux de la profession, des axes d'amélioration et surtout, encore une fois, avec l'autorité de la concurrence, voir là où finalement l'État pouvait un petit peu intervenir dans nos professions. Par exemple, dans les grandes mesures qui en étaient ressorties, c'était la gestion du dépôt de garantie qui passait plus dans nos agences en termes d'administrateurs de biens, mais au niveau de la Caisse des dépôts et consignations. Bon, c'est déjà assez compliqué de les gérer chez nous en agence, on ne va pas encore rajouter un tiers là-dedans. Donc voilà, il y avait énormément de mesures dans ce rapport qui est en train d'être mis sur la table. En revanche, ce qu'il y avait d'intéressant dans ce rapport, c'était la mise en place du tiers de confiance. Aujourd'hui, justement, soyons ce tiers de confiance, autant en transaction qu'en gestion. Remettons l'agent immobilier au cœur du débat. C'est un outil juridique, c'est un outil commercial, c'est un outil de terrain qui travaille de consort avec nos confrères notaires. Mais encore une fois, on doit être un tiers de confiance en transaction, en gestion, et gestion au sens large, syndic, administration de biens ou autre. En administration de biens, on a 34% de part de marché. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. On a un sacré marché à aller chercher. Et pourtant, on a une vraie plus-value, hein, vous le voyez au quotidien dans vos agences. Donc vraiment, il faut qu'on revienne à ce tiers de confiance absolument. Donc encore une fois, la diversification, vendre des services connexes, vendre des services annexes, s'oriacer, vendre des produits d'assurance. On a Galian qui est sur le terrain avec nous au quotidien, qui vous propose ces mises en place. Diversifier vos sources de revenus. Encore une fois, il n'y a pas que la transaction, il n'y a pas que la gestion. Les sources de revenus, ça, les grands groupes l'ont très bien compris, et c'est pour ça qu'ils fonctionnent très bien. C'est qu'ils ont diversifié leurs sources de revenus. Ce n'est pas parce qu'on est une petite agence qu'on ne peut pas diversifier ses sources de revenus. Voilà. Encore une fois, le syndicalisme, c'est aussi de se rencontrer entre confrères, d'échanger à ce niveau-là, de trouver des idées, d'avancer ensemble. Parce que comme l'a dit Thibault en introduction, seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et ça, ce sont des choses qu'on discute régulièrement. On vous aide dans ces aspects-là. On discute ensemble, on échange entre nous, d'où l'importance de la FNAIM, de la Stub, du syndicalisme, des échanges entre nous. Quoi. Merci beaucoup, Monsieur Mins. Je vais laisser la parole. On pourrait échanger peut-être 2 minutes, vraiment, parce qu'on est sur la fin. Monsieur Autier, vous le savez tous, chers consoeurs, chers confrères, la formation, pour nous, est obligatoire, agents immobiliers et pour nos collaborateurs. Monsieur Autier, comment transformer cette formation obligatoire en opportunité ? Très bien. Alors, peut-être pour introduire ça, une toute petite anecdote. Ma collaboratrice en préparant cette réunion, ma collaboratrice qui prend les inscriptions aux formations de l'immobilier, elle m'a raconté un appel qu'elle a eu très récemment d'un agent immobilier qui lui disait « Je voudrais m'inscrire à une formation. » Très bien. Laquelle ? Peu m'importe. Ce que vous avez de plus rapproché, en fait, c'est juste pour renouveler ma carte professionnelle. Ça, c'est une manière de voir la formation. Une case à cocher. Alors moi, je voudrais peut-être insister plutôt sur le sujet qui est comment la formation peut faire de vous un meilleur professionnel.
ce que j'ai entendu, tous les intervenants, moi je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, mais je suis vraiment frappé par toutes ces mutations que vit votre profession et qui nécessitent de grosses adaptations de vos compétences. Donc la formation, ça sert d'abord à rester compétitif. Une nouvelle compétence, c'est un avantage sur ses concurrents. Donc ça, c'est un premier argument. Deuxième élément, les besoins de vos clients sont très évolutifs. C'est ce que j'entends. Ils ont beaucoup évolué, mais ils vont sans doute évoluer encore. Il y aura certainement dans votre profession, on peut l'imaginer, un impact de l'intelligence artificielle comme dans beaucoup de professions tertiaires et de services. Voilà des éléments qu'on peut anticiper. Des besoins évolutifs, c'est des nouvelles compétences pour vous qu'il va falloir acquérir. La formation, ça sert aussi à évoluer dans sa carrière. En étant plus polyvalent, en étant plus adaptable, vous êtes aussi plus employable. Et sur le marché du travail qui est forcément tendu, puisque votre profession traverse des difficultés aujourd'hui dans certaines de ses activités, c'est un élément qui est décisif. Et puis le dernier élément qui pour moi n'est pas neutre, c'est vraiment la formation, c'est aussi un facteur d'épanouissement personnel. Aller en formation, aller un jour ou deux en formation, c'est vous donner un temps de respiration, un temps pour prendre du recul, parce que nous sommes tous pris dans la tornade de notre quotidien, et la formation, c'est ce temps de réflexion. C'est aussi un temps d'échange avec des confrères, un temps de partage de bonnes pratiques. C'est aussi pour des collaborateurs plus de motivation et plus d'engagement. Alors, à quelles conditions la formation peut-elle devenir non pas une case à cocher, mais un vrai investissement sur lequel vous aurez un retour? Je vous en ai identifié 3. La première, c'est d'anticiper l'organisation de la formation. On est là en début d'année, c'est le moment pour construire votre plan de formation de l'année. Choisir ce que vous allez faire et le planifier. Définir son besoin avec précision. Qu'est-ce que vous avez finalement, de quoi vous avez le plus besoin cette année, vous, et puis peut-être dans les années à venir. Donc c'est quelque chose qui se construit. Ça, c'est avant d'aller en formation. Donc anticiper. Et puis quand on revient de formation, l'autre secret pour rentabiliser l'investissement, c'est de pouvoir mettre en œuvre tout de suite ce que l'on a acquis en formation. Parce que sinon, vous savez ce que c'est, on rentre de la formation, on referme le support, et puis on le range soigneusement dans un bureau, puis souvent on ne le réouvre plus jamais. Moyennant ça, la formation, ça peut être pour vous un vrai investissement. À CCI Campus, j'ai compté dans notre catalogue, il y a 18 modules de formation différents dans le domaine de l'immobilier, donc il y a du choix. Il y a aussi beaucoup d'autres propositions de formation à plein d'endroits. C'est un jour, c'est 2 jours, mais c'est aussi vraiment le moyen pour vous, un moyen pour vous, à mon avis, décisif pour être demain un meilleur professionnel. Eh bien, merci Monsieur Autier. Est-ce que l'un d'entre vous veut rebondir sur ce qui a été dit précédemment? Tout a été dit, je ne crois pas en 45 minutes. Oui, je vais rebondir. Très court, par contre, excusez-moi, on va devoir faire très court, mais je vous en prie, Vincent. Allez, je fais très court. Donc l'agent immobilier, après tout ce qui a été dit, l'agent immobilier, aujourd'hui, vous le vivez tous les jours, il y a un changement de marché. Il va falloir s'adapter. Donc l'agent immobilier, face aux changements qui arrivent, il y en a qui sont déjà arrivés et il y en a d'autres qui sont en face de nous, qui sont dans l'avenir. Et les changements, ils vont être réels. C'est pas là, on parle pas de, ils sont pas hypothétiques. Là, on y va droit. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'adaptation, de la spécialisation et de la digitalisation. Les compétences de l'agent immobilier aujourd'hui en 2024 et pour les années à venir, c'est l'expertise du marché local, du marché immobilier. Il faut avoir une connaissance approfondie des prix, des tendances et du type de biens disponibles dans la zone où l'on exerce. Il faut être bon dans le marketing digital. Aujourd'hui, sans ça, on n'existe pas. Il faut être bon dans la négociation,
avoir des aptitudes à négocier pour obtenir les meilleurs prix pour ses clients. Il faut avoir des capacités d'adaptation, être capable de s'adapter aux changements des marchés. Les nouvelles technologies arrivent. L'intelligence artificielle, on y va droit. Donc il va falloir se former là-dedans. Il va falloir se former à utiliser l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, et je ne parle pas des blockchains qui risquent d'arriver aussi. Alors pour ça, mais j'en suis convaincu, les outils changent, le digital arrive, il est déjà là, mais il va se renforcer. Mais je suis convaincu dans mon métier, ce que disait Cédric, l'important, c'est la compétence relationnelle. Les clients, ce qu'ils nous demandent, c'est de travailler en confiance. On parle de biens immobiliers, on parle de logement, c'est des engagements pour eux financiers. Ils vont s'engager pour 10, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, ils ont besoin d'avoir des gens de confiance devant eux. Il va falloir se former, si on n'est pas assez, sur ces compétences relationnelles aussi. La confiance des clients. Et là, et pour ça, je suis confiant dans l'avenir. Rien ne se fera dans le logement et l'immobilier sans des agents immobiliers au milieu. Merci Vincent. Merci. Un ultime dernier mot, Cédric. Un tout petit dernier Tout mot petit. pour Tout les petit. transactionnaires. Je ne sais pas si vous avez observé la différence qui on a parlé des trois métiers, le syndic de copropriété, l'administration de biens et la transaction immobilière. Il y a quelque chose qui différencie ces trois métiers, surtout qui différencie la transaction immobilière des deux autres. Le paysage immobilier est aujourd'hui en train de concentrer les activités pour que les parcs deviennent de plus en plus solides, plus en plus gros, plus en plus forts. Les syndics de copropriété deviennent de plus en plus gros, les cabinets se rachètent entre eux pour se concentrer, et il en est de même pour les cabinets de gestion immobilière. La transaction, c'est tout l'inverse. La transaction, elle s'atomise. L'agent mandataire est un agent immobilier à lui seul dans la tête de nos clients. L'agence est devenue une individualité, une personne. Donc on a un levier potentiel énorme de rempart contre ce phénomène par rapport au phénomène de groupe. Et il ne faut pas oublier l'importance capitale pour le chiffre d'affaires par rapport à notre modèle, c'est le mandat exclusif. Le mandat exclusif. Vincent me disait tout à l'heure Rapide, Cédric. que je suis désolé. 80% de son chiffre d'affaires, c'était ses mandats exclusifs. Nous, on a la chance d'avoir 100% de mandats qui sont des mandats exclusifs. Et le mandat exclusif, c'est l'intercabinet. Aujourd'hui, l'agent immobilier transactionnaire, pour lutter contre cette atomisation de la profession, doit avoir un bon portail d'annonces. Alors, vous allez en faire un, bravo à vous, mais la profession a un portail d'annonces, ça s'appelle bien ici, il n'y en a pas d'autre. Tout à fait. Doit avoir un bon syndicat, c'est son avocat, et doit avoir un bon fichier de partage, c'est le fichier AMEPI. Merci, vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup.